Donc, comme on a vu avec Alain, les fourmis ça pose un problème assez récurrent en agriculture car elles s'attaquent à beaucoup de cultures et ça pose problème vis-à-vis de l'utilisation d'auxiliaires vu qu'elles protègent les ravageurs en s'attaquant aux auxiliaires. On a vu que par exemple sur les cerisiers on a fait des essais avec de la glu, ça marche plutôt bien, ça évite vraiment que les fourmis puissent arriver sur l'arbre et donc ils ne peuvent pas attaquer les auxiliaires. Cela dit, c'est pas toujours évident à mettre en place. Ça dépend des plantes qu'on utilise en fait. Avec des cerisiers c'est plutôt facile, le tronc est accessible, mais pour d'autres plantes c'est vraiment plus compliqué, notamment des plantes en petits pots ou des choses comme ça. Et en plus pour la commercialisation ça peut aussi poser problème en termes d'esthétisme et de praticité. Donc on s'est intéressé à comment on pouvait trouver une autre solution qui soit à la fois plus facile à mettre en place, tout en restant pas trop cher évidemment, et qui soit dans l'idéal pas trop toxique non plus pour l'environnement. Donc on s'est intéressé à des produits alternatifs. Dans la bibliographie on a vu que l'acide borique, le produit qu'on appelle aussi du borax, qu'on peut trouver en pharmacie, c'est un produit qui revient assez souvent comme étant efficace, donc on l'a sélectionné, ainsi que le bicarbonate de soude aussi, qui revient assez souvent. Mais pour que ces produits marchent, il faut qu'ils soient appétants pour les fourmis. Il faut que les fourmis les consomment, sinon ça peut forcément pas marcher. Les fourmis sont assez connues comme aimant le sucre. Donc on s'est penché sur ce produit-là comme un produit appétant et sur une base de sucre et d'eau, on a essayé de créer plusieurs modalités pour tester nos produits. Donc on a d'abord essayé une modalité acide borique plus sucre plus eau, une autre modalité bicarbonate de soude sucre eau. Ensuite on a testé aussi le sucre tout seul pour voir s'il était plus consommé que nos autres produits ou pas. Et on a aussi testé un gel insecticide à base de spinosade qui est trouvable dans le commerce et qui est vendu généralement dans des boîtes à appât qui sont largement utilisées. Et on a également testé un mélange de sel plus sucre, car le sel est un produit qui est souvent détecté par les fourmis. Elles savent que c'est pas bon pour elles, et donc pour observer leur réaction par rapport à un produit qu'elles détectent comme mauvais et voir en comparaison est-ce qu'elles détectent que nos produits sont mauvais pour elles. Pour tester nos solutions, on les a mises dans des tubes en verre fermés par un bouchon de coton de manière à ce que la solution filtre à travers le bouchon et reste buvable par les fourmis. On a disposé ces tubes un peu partout dans la station à proximité du passage des fourmis, mais pas trop proches les uns des autres, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'interaction entre les tubes. On a observé différents résultats. Donc déjà, les tubes contenant du sel ont bien été identifiés par les fourmis et leur réaction, ça a été de boucher ces tubes avec un mélange de terre, de manière à ce qu'ils soient plus accessibles pour les autres fourmis. Ensuite, le sucre, lui, il a été très bien consommé, vraiment en très grande quantité. Et parfois même, les tubes étaient inclus dans la fourmilière, donc ça veut dire que les fourmis créaient des nouvelles galeries pour y accéder plus facilement et le consommer plus rapidement. Donc c'est vraiment un appétant qui marche très bien. Ensuite, l'acide borique et le bicarbonate de soude ont été plutôt bien consommés. L'acide borique a été quand même mieux consommé que le bicarbonate de soude, comme on peut le voir dans ce graphique. Et enfin, l'insecticide a également été plutôt bien consommé. Par contre, on a quand même aussi des bouchons de terre qui sont faits assez rapidement et des fourmis mortes qui sont retrouvées coincées dans le gel. Par contre, on n'a aucune donnée sur la toxicité des produits qu'on a testés sur les fourmilières. On a donc décidé de faire des essais en conditions contrôlées avec des fourmilières artificielles, comme on le voit ici. C'est une fourmilière faite en plexiglas par une entreprise spécialisée qui est composée d'une partie en bas, un mélange d'argile et de sable dans lequel les fourmis peuvent creuser leur galerie, et une partie qui mime la surface dans lequel elles peuvent se nourrir et s'abreuver et dans lequel on disposera le tube. Avec cette fourmilière artificielle, on reçoit aussi un tube qui contient à la fois une reine, des ouvrières, mais aussi des larves et des œufs, un embryon de fourmilière en gros. Et ces tubes-là, on va pouvoir du coup les disposer dans la fourmilière artificielle et les fourmis vont pouvoir s'installer, creuser des galeries et quand elles sont suffisamment bien installées, on peut les exposer aux produits qui nous intéressent.
On a testé les mêmes produits qu'à l'extérieur, si ce n'est qu'on a arrêté le sel et le sucre, car on a vu qu'elle ne le consommait pas, donc un produit non consommé ne peut pas entraîner de toxicité. On a donc abandonné celui-là. Par contre, on a conservé l'acide borique, le bicarbonate de soude, le sucre et l'insecticide classique à base de spinosade. Pour ce qui est des résultats, on a vu que le sucre était effectivement bien consommé, qu'il n'entraînait pas de toxicité, que la fourmilière se développait bien. Le spinosade, lui, il a entraîné une toxicité très forte et très rapide. La fourmilière est morte au bout de 2 semaines, y compris la reine, donc vraiment une très bonne efficacité. Ensuite, l'acide borique a eu un résultat intéressant dans le sens où il a permis de tuer des ouvrières assez régulièrement, ce qui n'a pas permis de diminuer la population, mais ce qui l'a stabilisé et qui a évité que la fourmilière se développe plus. Par contre, ça n'a pas du tout affecté la reine, donc c'était un effet quand même mesuré. Et on peut aussi se poser la question si dans la nature ça aurait cet effet-là, sachant que là, les fourmis n'ont pas le choix de consommer le produit. Donc peut-être que dans la nature, elles n'iraient pas le consommer spontanément. Ça aurait un effet encore moins fort. Et pour ce qui est du bicarbonate de soude, il n'a pas eu d'effet du tout. Il a été consommé, mais les fourmis ne sont pas mortes, elles se sont développées comme pour le sucre seul. Donc ce produit va être rejeté. Donc à l'issue de ces résultats, on voit que le seul produit vraiment très intéressant et efficace, ça reste le spinosade. Donc on va faire des essais à l'avenir où on va tester en culture ce produit-là et probablement d'autres produits chimiques analogues et voir si ça peut permettre un bon contrôle des fourmis sur ces cultures. Bonjour Julie, merci Bonjour. pour ta présentation, c'était super intéressant. Est-ce que quand on s'attaque comme ça aux fourmis, on ne risque pas de tuer d'autres hyménoptères comme les parasitoïdes? Le risque est limité car on met en place notre lutte en fait. Enfin, le produit qu'on met en place, c'est soit dans des tubes, soit dans des boîtes à appât fermées, ce qui fait que l'appât est disponible seulement pour les insectes qui marchent et pas trop pour les insectes volants, ou en tout cas c'est beaucoup plus compliqué pour eux d'y accéder. Donc il y a peu de chances qu'ils arrivent à en consommer et donc qu'ils soient impactés par ça. Ok. On a une question là sur le chat. Une personne qui nous demande quelle est la cinétique couplée des populations fourmis-pucerons. Alors la question est un peu compliquée. Les fourmis ne sont pas des prédatrices de pucerons, donc la population de fourmis n'est pas liée à la population de pucerons. C'est plutôt à considérer à l'envers, c'est-à-dire on a des fourmis partout dans l'environnement, et lorsque les pucerons arrivent, les fourmis vont élever les pucerons et vont les favoriser, vont provoquer la dissémination des pucerons et vont protéger les pucerons contre les ravageurs. Donc, c'est pas parce qu'il y a plus de pucerons qu'il y a plus de fourmis. Les fourmis seront un peu mieux en forme parce qu'elles auront les ressources alimentaires du miella des pucerons, mais même sans pucerons, on aura des fourmis à l'intérieur des parcelles. Sachant qu'il y a également des espèces de fourmis qui peuvent, elles, s'attaquer au végétal, sur des végétaux comme les aubergines, par exemple, et aller couper les tiges pour prendre la sève élaborée sur le végétal. J'espère que j'ai répondu à cette question qui était un petit peu compliquée. Alors, peut-être une question plus simple. Est-ce que sur le marché, il existe des auxiliaires pour gérer les fourmis? Il y a des insectes qui s'attaquent aux fourmilières, type par exemple des parasites. Cependant, ils ont un impact assez limité quand même sur la population. Ils s'attaquent jamais aux reines, c'est plutôt aux ouvrières, donc ça va tuer 10 ouvrières et c'est tout. Et en général, en plus, ils ont des populations assez faibles, donc ça impacte pas vraiment fortement les fourmilières, pas assez pour que nous, dans nos cultures, ça nous protège en tout cas. Et en plus, c'est des auxiliaires qui sont pas commercialisés, pas disponibles, qui seraient probablement compliqués d'élever et qu'on n'a pas sous la main globalement. Et donc, on a nous testé une solution qui est plus facile à mettre en place pour nous. Voilà.
Est-ce que on a testé la terre de diatomée ou du gel APA? Ou est-ce que ça va être testé si ça n'a pas été testé? Le gel APA a été testé, c'est l'insecticide conventionnel qu'on a testé en fait dans les essais, et il va continuer à être testé parce que c'est une solution qui est reconnue comme efficace, qui a montré des intérêts certains. Donc on va la tester plus fortement, vu que même nous dans nos essais on a vu que ça marchait bien, et on va voir ce que ça pourrait donner, si ça peut vraiment protéger les cultures ou au moins limiter l'impact des fourmis, ou peut-être les faire fuir de certaines zones, ce qui serait déjà très intéressant. Et la terre de diatomée, on n'a pas testé ça. Après, ça nous semble un petit peu compliqué parce que, en fait, c'est que la terre de diatomée, ça a un effet abrasif sur les fourmis, donc ça les tue. Le problème, c'est qu'il faut qu'elles passent à travers, et les fourmis, c'est quand même assez malin. S'il y en a une ou deux qui se font avoir, les autres, elles vont pas y aller. Donc, ça pourrait être un moyen de mettre une barrière sur certaines zones, une barrière qui permettrait de diminuer l'accès de la culture aux fourmis. Le problème, c'est que c'est de la poudre, donc ça marche beaucoup moins quand il y a du vent, ça s'en va. S'il y a de l'eau, c'est beaucoup moins efficace. Et puis il faut en remettre souvent, je pense. Donc ça semble quand même compliqué à mettre en place. Après, c'est le même principe que la glu, finalement, sauf que la glu, ça reste en place. Bon, on a vu que ça avait d'autres soucis aussi, mais bon. Voilà. Est-ce qu'il faut agir à des endroits bien particuliers, par exemple sur le chemin, le passage des fourmis, ou à proximité de la fourmilière? Est-ce qu'il y a des endroits plus stratégiques que d'autres? Oui, le passage des fourmis, c'est un bon moyen. En fait, quand on veut protéger une culture des fourmis ou en limiter l'accès, c'est bien de repérer les endroits où les fourmis sont les plus présentes, là par où elles passent. Et c'est sur ce chemin-là soit qu'on pourra mettre du gel ou d'autres techniques, parce qu'on sait que du coup elles vont y être confrontées, donc forcément ça marchera mieux. Après, il y a aussi des traitements qui sont disponibles sur le marché, type éradication de fourmilières, je sais plus comment ils appellent ça, qui existent. Donc quand on connaît l'endroit de la fourmilière, on peut, c'est souvent des produits assez délétères pour l'environnement, donc ça se réfléchit, mais c'est aussi des choses qui existent. Donc voilà. Et alors on a une question, on nous demande, est-ce qu'on a testé aussi des répulsifs à base d'extrait de plantes? Oui, on a testé avec des huiles essentielles, mais on est obligé d'en mettre très souvent. Et donc c'est aussi assez compliqué parce que les huiles essentielles, c'est coûteux. Ça permet pas non plus de tuer la reine. En plus, ça permet juste de les éloigner. Et donc à long terme, ça reste assez critiquable parce que économiquement, c'est compliqué. Et puis même dans la gestion, il faut que quelqu'un repasse très régulièrement pour remettre des huiles. Donc c'est pareil, c'est pas si évident. Alors on a une autre question, un petit peu plus exotique du coup. On nous demande, en zone tropicale, les fourmis se multiplient très vite et elles occupent très rapidement l'espace. Comment on pourrait les impacter fortement? Globalement, les fourmis, elles fonctionnent toujours de la même manière, quelle que soit la latitude. C'est toujours une reine et ses ouvrières, avec différents types d'ouvrières, mais bon, c'est pas le débat. Et donc, la seule manière vraiment efficace, c'est de tuer la reine. Après, reste à trouver un moyen de le faire, sachant qu'en général, elle est bien cachée. Mais après, une technique spécifique aux régions tropicales, je vois pas trop, là. Peut-être, je sais pas, peut-être lié aux inondations et tout, mais c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui arrive par accident, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Je vois pas trop. En plus, on y est peu exposé, nous, donc c'est vrai que. On nous pose une question par rapport au fipronil, par rapport à son côté biocide. Biocide par rapport aux autres organismes, c'est ça? Je vais compléter la réponse. La question, oui, la réglementation française est toujours un petit peu compliquée. C'est-à-dire que le fipronil, si je dis pas de bêtises, je ne suis pas spécialiste des produits phyto, vous me corrigerez dans le chat si je dis n'importe quoi, mais je crois que le fipronil est interdit en tant qu'usage phytosanitaire, c'est-à-dire tuer une bête qui est sur une plante.
Les fourmis n'étant pas sur les plantes, mais ayant une action indirecte sur les pucerons, on peut utiliser des produits biocides pour tuer les fourmis, et le fipronil, lui, est autorisé en usage biocide. Donc voilà, a priori, on pourrait utiliser le fipronil, qui marche très bien sur fourmis, on le sait déjà, hein, en considérant le traitement comme un traitement bio. C'est très intéressant. On a une question là par rapport donc aux fourmis qu'on a étudiées. Quelles espèces ont été étudiées dans nos travaux? On n'a pas fait d'identification. Après, il me semble qu'il y avait eu des identifications lors d'autres essais. On avait vu que c'était souvent, voilà, la plus commune qu'on trouve dans le coin. Donc c'est l'Asius niger, c'est la fourmi noire des jardins. C'est la plus commune en fait. Et c'est vrai que sans avoir identifié, elle y ressemble bien autant par le comportement que par le physique. Donc ça doit plutôt être celle-là. Et ça doit être aussi celle-là que vous rencontrez le plus fortement sur vos exploitations. Donc on sera sûrement amené à en rencontrer d'autres dans nos essais. On verra si elles ont des comportements différents. Ce sera intéressant à tester aussi. Mais pour l'instant, on ne sait pas si les solutions qui ont fonctionné là fonctionnent également sur genre la fourmi rouge ou... Oui, voilà. Bah, on ne sait pas parce qu'on l'a pas testé. Après, la fourmi rouge, enfin, globalement, toutes les fourmis européennes qu'on a dans notre environnement, elles sont attirées par le sucre et elles sont plutôt susceptibles d'être affectées de la même manière par les produits qu'on teste. Donc on peut se dire que ça reste quand même un bon essai, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir dans d'autres situations, il y a des choses auxquelles on peut ne pas penser comme ça au premier abord, donc ce sera à tester. Y a-t-il des espèces justement qui sont particulières avec des comportements qui sont très spécifiques? En France, oui, il y en a. Oui, bah après il y a différents types d'espèces quand même au niveau de l'alimentation. Il y en a qui sont plus chasseuses, il y en a qui s'attaquent plus enfin qui élèvent énormément les pucerons. Il y en a d'autres qui sont plus granivores. Donc aussi suivant les types de fourmis, on sait qu'elles sont plus susceptibles de poser problème dans les cultures ou pas. Il y a des fourmis qui sont présentes dans l'environnement mais qui n'iront pas sur les cultures. Donc celles-là on va moins s'y intéresser aussi. Je vais faire un petit complément. Au niveau des fourmis, là où il y a la plus grande diversité de comportements, ça va être dans les zones tropicales, avec des fourmis qui vont protéger des plantes, qu'on appelle le myrmécophile, où là, la fourmi va carrément retirer les ravageurs de la plante pour que la plante se porte bien. Ce serait bien si on avait ça en France, mais malheureusement, on ne l'a pas. Ce qu'on a, ce qui a été montré par un japonais, je crois, c'est que les fourmis interviennent sur des plantes. Là, l'étude était sur le saule. Et en fait, elles élèvent des pucerons sur le saule. Et du coup, pour laisser la place à leurs pucerons, elles retirent les larves de chrysomèles du saule. Donc là, elles sélectionnent en fait le ravageur qu'elles vont vouloir sur la plante. Donc c'est un comportement quand même assez particulier. On a une question là, par rapport aux cultures donc en production. Quand on fait de la subirrigation, est-ce qu'on n'a pas moins de problèmes justement de fourmis? La subirrigation, c'est vrai que c'est intéressant parce que les fourmis ne peuvent pas traverser l'eau, elles s'y noient très facilement, donc c'est vrai que c'est un bon moyen. Le problème, c'est qu'elles s'adaptent aussi très bien, les fourmis, et donc elles sont capables de voir quand est-ce qu'il y a l'eau, ne pas y aller, et y retourner quand la subirrigation est terminée et que la tablette a un petit peu séché. Donc je pense que ça limite la fréquence de la présence des fourmis, mais sur le long terme, elles sont toujours là, et si elles n'ont pas accès aux tablettes et à leurs pucerons pendant une demi-heure, même une heure, et que le reste de la journée, elles y ont accès, finalement, ça aura peu d'impact. Après, on peut peut-être imaginer que les apports d'auxiliaires soient faits au début de la subirrigation. Comme ça, les auxiliaires auraient un impact, un temps d'action sans fourmis qui leur permettrait peut-être de mieux s'implanter. Je sais pas. Ce serait à essayer.